Bienvenue dans La Voix du couple, le podcast qui vous accompagne dans cette magnifique aventure qu'est la vie à deux. Nous sommes Anna et Johan, deux humains qui avons fait le choix de partager un chemin commun avec ses joies et ses défis du quotidien. Pour nous, le couple est un espace fascinant qui invite à l'introspection et offre des possibilités d'épanouissement sans limite. Parce que vivre, c'est apprendre à toujours mieux aimer, nous avons à cœur de vous partager les épreuves et les enseignements que nous tirons régulièrement de notre expérience du couple, pour grandir ensemble. Alors que vous soyez ou non en couple, passionné de relations humaines ou amoureux de l'amour, ce podcast est fait pour vous. Cheminons ensemble sur la voie du couple. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du couple. Aujourd'hui, on va parler de la réinterprétation de notre histoire, comme quoi c'est la clé pour sortir des schémas relationnels toxiques. Oui. Alors, l'idée de cet épisode, d'abord, elle m'a été inspirée par mon pote Baptiste, que je remercie pour ça d'ailleurs. Et je prenais un thé avec lui l'autre jour et il m'a donné cette citation d'une prof de philo, je crois, qui lui disait en gros que, de mémoire, nous n'avons pas d'histoire. Alors ça peut paraître un peu violent comme ça, et je vais te laisser embrayer là-dessus après, mais en fait, on sera amené plus tard à critiquer un peu cette idée selon laquelle justement on n'aurait pas d'histoire. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est qu'elle nous permet d'interroger cette formule, la notion d'histoire. C'est quoi une histoire ? Ouais. Si on peut définir un petit peu le mot histoire, quand on regarde dans le dictionnaire, derrière histoire, il y a une recherche, une connaissance, une reconstruction du passé. Et finalement, c'est cette idée de reconstruction qui est importante ici à souligner. Ouais. Parce qu'en vérité, quand on vit dans le présent, on ne sait pas en fait ce qui va arriver ensuite, et c'est en revenant dessus qu'on va reconstruire du sens et qu'on va reconstruire finalement une histoire. Et quand on vit quelque chose, finalement, on n'est pas dans l'histoire, on est dans l'événement, on est dans le présent. Et c'est ce qui explique un peu que chacun a comme sa propre version, sa propre vision de l'histoire. Même de l'histoire avec un grand H, hein. Oui, tout à fait. De l'histoire avec un grand H, souvent on dit que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, ouais. Et c'est un peu cette idée-là qu'il y a derrière. Et alors qu'en fait, finalement, l'histoire du vainqueur, c'est pas forcément l'histoire comme elle est vécue par les vaincus. Et en réalité, finalement, il y a autant d'histoires que d'individus. Et si on pousse la chose encore plus loin, l'histoire même de chaque individu, elle peut être interprétée de mille façons, en fait. Et du coup, le danger, c'est quand on va commencer à croire qu'on n'a qu'une seule histoire, que cette histoire, alors certes, elle est unique, mais c'est le sens qu'on va lui donner c'est quand ce sens-là qu'on va lui donner, on va avoir la sensation qu'il nous est comme imposé un petit peu, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, par le passé. Et on oublie toute cette dimension de créativité, de reconstruction qu'il y a en fait même dans cette notion d'histoire. Et on devient finalement comme l'esclave de notre passé qui nous échappe un peu. Et c'est pour ça que la phrase « nous n'avons pas d'histoire » finalement qu'on disait au début, elle est vraiment intéressante parce qu'il faut finalement la prendre dans le sens « nous n'avons pas d'histoire unique avec un grand H dont nous serions prisonniers ». Ouais. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on parle de ça dans le cadre du couple ? Ça a une vraie signification. Et en fait, justement, j'ai l'impression que c'est ce truc-là qui est à l'œuvre derrière beaucoup de schémas relationnels toxiques. C'est qu'on se raconte notre histoire, justement, d'une façon qui est très monolithique, ouais. Qui est comme s'il y avait que une interprétation possible. Mm-hmm. Et parfois, on se raconte ça de manière inconsciente. Et on devient comme l'esclave, du coup, de cette histoire. Ouais. Et ce qui fait qu'en fait, ça nous enferme dans des comportements et dans des relations qui vont pas nous épanouir, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à l'œuvre dans beaucoup de schémas toxiques. Et donc, c'est pour ça que ça a un vrai lien. Et en fait, on préfère parfois avoir s'accrocher à l'histoire plutôt que d'avoir l'audace de la réinterpréter pour se libérer de certains schémas. Et donc, c'est de ça dont on va parler dans cet épisode-là. Oui. Alors, dans un premier temps, du coup, la première partie qu'on aimerait aborder là-dessus, c'est comment notre histoire va conditionner notre vie relationnelle. Et j'aimerais revenir d'abord dans un premier temps, sur vraiment le pouvoir créateur des récits, des histoires qu'on se raconte par rapport à notre passé. Et ça, peut-être que tu es peut-être la mieux placée pour raconter un truc qui a du sens par rapport à ça et qui est concret.
Oui, par rapport à la relation, aux relations amoureuses, oui, tout à fait. C'est sûr que dans mon exemple, je l'ai déjà dit dans le premier épisode, je crois, où on parle du célibat et le fait que j'étais célibataire encore à 24 ans. Là, en fait, où j'aurais pu m'enfermer dans mon histoire et où j'aurais pu me dire que je suis la meuf qui a toujours été célibataire, qui pense ne pas plaire aux garçons, qui ne se fait jamais draguer, etc. Là où j'aurais pu m'enfermer dans cette histoire, j'y ai vu finalement à un moment l'opportunité d'interpréter cette histoire autrement. Rappeler ce moment-là, t'avais 24 ans. Oui. Donc j'avais 24 ans. C'est plutôt tard que c'est venu. C'est assez tard que c'est venu, parce qu'au début, j'étais vraiment du coup enfermée dans cette histoire-là de ce que je t'ai décrit. Et finalement, au bout d'un moment, j'ai changé un peu mon mindset et j'ai vu du coup cette opportunité de réinterpréter mon passé et de le voir non pas comme un vide un peu désolant et un petit peu déprimant, comme je l'avais toujours vu, mais plutôt comme une page blanche en fait, où tout était à écrire finalement. Et forcément, quand on passe ce step-là, le champ des possibles, il devient infini. Quand on passe d'une page qui a l'air triste à une page blanche où tout est à écrire, finalement, au lieu de t'enfermer dans une histoire et dans ton passé, tu t'ouvres dans ton présent, quoi. C'est ce qui s'est passé pour moi. Ouais. Et j'ai l'impression que ça, c'est vraiment très fort, cette idée que un même récit, un même enchaînement d'événements peut être interprété de façon très différente. Ouais. Et donc là, tu montres que toi, il y a un moment où tu as décidé de voir ton célibat de 24 ans, non plus comme un problème, exactement, mais comme une force. Comme une force, exactement. Comme en fait quelque chose qui te permettait d'explorer quelque chose que tu n'avais jamais pu vivre avant. C'est ça. Et donc presque une excitation. Tout à fait. On en reparlera peut-être plus à la fin par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, ça montre vraiment le pouvoir créateur des récits. Donc là, il s'agit vraiment de montrer ça, de à quel point le point de vue qu'on peut avoir sur un événement, on peut complètement inverser en fait la façon dont on va le vivre et dont on va se comporter dans le présent. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important qu'il faut souligner. Et donc, ce dont on parlait là, ça me rappelle quelque chose par rapport à la mémoire chez Bowlby, qui est le fondateur de la théorie de l'attachement. Je lis un bouquin là-dessus en ce moment, et il y avait un moment quelque chose de très intéressant qui était que à un moment, il a eu besoin d'une hypothèse scientifique pour essayer de comprendre pourquoi certains patients avaient des contradictions dans des faits dont ils se rappelaient, et en même temps, ils se racontaient une histoire qui était complètement différente des faits. Par exemple, j'ai eu une enfance très heureuse, ça c'est un truc qui revenait beaucoup chez certains patients. Et derrière, ces mêmes patients racontaient qu'ils avaient vécu qu'ils s'étaient fait battre à certains moments. Donc il y avait une contradiction entre le récit et des éléments de mémoire plus qui se distinguaient du récit et qui étaient en contradiction complète avec le récit. Et donc ça l'a amené à mettre en place une hypothèse qui est intéressante, qui est qu'on stocke la mémoire de deux façons différentes. Il y a la mémoire sémantique, qui est justement la mémoire du récit qu'on se raconte et qui peut être transformée par notre subjectivité, et la mémoire épisodique qui, elle, stocke des ressentis par rapport à une situation qu'on a vécue dans le passé, mais les ressentis qu'on a eu à ce moment-là dans le présent de la situation. Okay. Si on a été battu et qu'on a ressenti de l'effroi, on va pouvoir c'est l'émotion en fait. Ouais, on va pouvoir stocker cette émotion-là dans le cerveau, mais en même temps se raconter à un autre niveau de notre mémoire quelque chose qui a rien à voir avec cette histoire-là. Et donc je trouve ça assez intéressant parce que ça vient en fait corroborer cette idée que on passe notre temps à construire des récits et que ces récits ont une puissance opérante qui est peut-être parfois supérieure à une mémoire des faits qui serait plus immédiate et plus vrai peut-être, ou en tout cas qu'il y a vraiment une construction, une co-construction entre ces éléments-là. Donc ça c'est vraiment pour appuyer le poids de cette mémoire des récits, de cette histoire qui est très importante. Complètement, et moi je l'ai vécu ça un petit peu, ce que tu décrivais. Moi, je peux donner un petit exemple. En gros, ma mère, elle a eu beaucoup de problèmes de santé quand on était jeune, voire même très jeune. Et des problèmes de santé assez graves, des cancers, des tumeurs, plein de choses. Voilà. Et pourtant, quand je parle de mon enfance, aujourd'hui en étant adulte, c'est pas du tout ce qui ressort en premier, déjà. Et ensuite, quand je parle des maladies de ma mère,
c'est comme s'il y avait une sorte de filtre un peu édulcoré, tu vois, qui transformait complètement la réalité et la gravité de ce qui se passait et de ce qu'on vivait en tant que famille, quoi. Et en fait, mon cerveau a comme un peu adouci, tu vois, cette réalité pour me protéger, en fait. Mais ça veut pas dire que les traumas, ils sont pas là. Parce que aujourd'hui, en réalité, je découvre en tant qu'adulte que mon corps émotionnel, il se souvient de tous ces trucs-là. Et il me les fait revivre au quotidien par des troubles paniques, par de l'anxiété, voire quelques tocs qui me poussent aujourd'hui à aller carrément consulter un psy, tu vois. Et en fait, voilà, c'est exactement ce que tu décrivais sur la façon dont on interprète les choses et notre passé. En l'occurrence, moi, les épreuves qu'on devait vivre quand on était petite. Ouais. Et finalement, ce qui en ressort. Et même assez récemment, je me rappelle, moi, il y a quelques années, en première année de médecine, on a découvert que ma mère avait un cancer. J'étais plutôt grande, tu vois, à ce moment-là. Mais j'étais en première année de médecine, tu vois. Donc, mon cerveau, il a fait un switch de... En fait, ça peut pas arriver parce que je dois réussir mon concours, tu vois. Ouais. Donc, il a complètement oublié, mais volontairement ou inconsciemment, finalement, cette partie-là de la maladie de ma mère. Et pour rester focus, en fait, sur mes études... Et en fait, du coup, j'étais complètement un peu détachée de tout ça. Et aujourd'hui, quand je pense à ce cancer, bah, je m'en rappelle presque plus. Alors que c'était il y a quelques années, à peine. Tu vois, je me rappelle plus. Là, on a vraiment un exemple de comment la mémoire traumatique fonctionne et à quel point on peut reconstruire derrière une réalité qui parfois sera dissonante par rapport au contenu émotionnel véritable de ce qu'on peut vivre. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, je rassure tout le monde, ta maman va bien aujourd'hui. Elle est guérie de ça. C'est vrai. Et elle va mieux que jamais. On l'embrasse fort. Oui, on l'embrasse fort, parce que je sais qu'elle nous écoute. Voilà, c'est ça. Et donc là, j'aimerais faire la transition avec le point suivant, qui est de dire que les histoires qu'on se raconte, elles peuvent aussi souvent produire en fait certains masques qu'on va se mettre. Qui sont en fait une certaine façon d'interpréter notre passé pour se présenter aux autres dans le présent. Et pour moi, la question du masque, elle est très importante parce qu'elle est complètement liée avec les schémas relationnels toxiques. Et on va y venir. Mais voilà. Et donc là, pour parler du masque, j'aimerais d'abord dire que ce sont nos histoires, justement, qui vont conditionner nos masques sociaux. Ouais. Et inversement après aussi. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur cette idée que nos histoires conditionnent nos masques. Alors, en fait, pourquoi ? Parce que on construit jamais un récit, notre histoire dont on parlait, on la construit jamais seul. Nous sommes des êtres sociaux. Dès la petite enfance, on incorpore inévitablement en fait les attentes de notre entourage vis-à-vis de nous, qu'il soit notre entourage scolaire, familial, à plein de niveaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va intérioriser un certain nombre d'attentes de notre entourage et qui vont en fait devenir des espèces d'injonctions. Et pour survivre, on va s'y conformer. Et ce qui va faire qu'on va pouvoir créer des éléments de masque qui seront en fait des réponses automatiques un peu pour être en conformité avec ce qu'on attend de nous. Et devenu adulte, on peut continuer de présenter ce masque comme si c'était nous. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui a été construit en corrélation avec les gens qui nous ont entourés dès le plus jeune âge. Et ça, on l'a oublié en plus. Voilà. Et ça, en fait, c'est la fameuse persona dont parle Carl Gustav Jung, qui est le fondateur de la psychanalyse jungienne, cofondateur de la psychanalyse en réalité avec Freud, et qui parle de ce masque social qu'est la persona. Et en fait, la persona, c'est pas tellement un problème en soi, c'est plus un problème quand on finit par s'identifier complètement à ce masque qu'on montre socialement. Donc ça c'est intéressant et un des masques par exemple qu'on peut avoir, c'est le masque du sauveur dont on a beaucoup parlé dans le précédent épisode. On a fait un post là-dessus qui vous a beaucoup plu d'ailleurs, je crois. Non, c'était l'épisode encore d'avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, par exemple, pour donner un petit exemple, je pense que je tiens ce masque de ma mère, qui a toujours eu ce côté un peu sacrificiel pour les autres, ce qui fait aussi la beauté de qui elle est, mais qui m'a appris finalement un petit peu moi-même à me sacrifier pour les autres, parce que j'ai pris exemple sur elle tout simplement. Et voilà. Et en fait, j'ai fini par intérioriser cette idée que ma valeur dépend de la façon dont je peux aider les autres, et ça a fini par avoir en fait
fait une très très forte influence sur mes relations en fait. Et dans toutes mes relations, j'ai voulu sauver les personnes avec qui j'étais, et y compris encore dans cette relation-là, c'est une tendance qui revient. Donc ça, c'est un exemple. Et petite digression là-dessus, parce que je voyais une capsule vidéo d'un podcast qui s'appelle L'école de soi, où le gars disait très justement, en fait, quand un parent se sacrifie pour son enfant, qu'il arrête ses hobbies et qu'il lui dit je bosse H24 pour que tu puisses t'épanouir et payer tes études et tout ça, en fait, l'enfant, ce qu'il va apprendre, c'est pas à s'épanouir. L'enfant, il va prendre exemple sur sa mère qui se sacrifie, et il va apprendre à se sacrifier. Ouais. Et donc il y a cette idée-là en fait. Et c'est aussi comme ça que nos masques peuvent, en rapport avec une histoire, avec la relation qu'on peut avoir avec nos figures parentales, qui peut se créer quoi. Donc ça c'est intéressant. Et le deuxième aspect sur lequel je voulais revenir, c'est que aussi parfois nos masques vont finir par influencer notre histoire. Parfois quand ils deviennent trop puissants. Ouais. Alors on porte un masque par adaptation sociale, on l'a vu, mais aussi on peut porter un masque en réponse à une peur liée à un trauma. Tu vois, et en fait, tout simplement pour s'éviter une situation qui est susceptible de nous faire revivre cette souffrance traumatique. Et donc, on va mettre en place des stratégies d'évitement qui vont devenir notre masque, en fait, et qui prendront la forme de fausses croyances et qui seront un masque. Ouais. Et le problème, c'est que ce masque qu'on va prendre va finir par influencer notre histoire aussi. Et peut-être que le meilleur moyen, c'est de te laisser... Moi, j'ai un exemple assez concret là-dessus. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître. Ouais. En fait, quand j'étais gamine, moi, j'adorais chanter. Et il se trouve que c'était reçu sous forme de moquerie par mon entourage, qui, en fait, me pointait du doigt, littéralement. Il me pointait du doigt et il m'appelait la cantatrice. Alors, pour eux, c'était drôle, c'était un jeu. Mais en fait, moi, je l'ai hyper mal pris et j'ai du coup associé le fait de chanter comme une honte absolue. Du coup, c'était quelque chose que je devais impérativement cacher quand je chantais sous la douche, je chantais quand il y avait personne à la maison, etc. Au point de me créer un masque d'une extrême timide, en fait, qui a carrément honte de s'exprimer en public. Et en portant ce masque, du coup, pendant toute mon enfance, mon adolescence et même encore de temps en temps aujourd'hui, ça revient. Finalement, je faisais tout pour éviter des situations qui pouvaient me faire revivre cette honte, telles que passer au tableau ou simplement sociabiliser, avoir des camarades, aller dans des soirées, etc. Et ça a fini littéralement par écrire mon histoire, en fait. Et ça a confirmé un peu ce masque du timide, qui finalement n'était qu'un masque lié à un trauma enfant. Et voilà, et finalement je suis devenue cette petite fille qui fait pas de vagues, qui ose pas s'exprimer parce qu'elle sait qu'on peut se moquer d'elle enfin c'est la fausse croyance qu'elle a en fait si tu t'exprimes, on va se moquer de toi. Et du coup j'ai arrêté de m'exprimer et j'ai arrêté de chanter pendant des années, je l'ai pas fait, et encore aujourd'hui parfois j'ai un peu honte de chanter devant mes parents. C'est bizarre, hein, j'ai aucun mal à chanter devant toi, devant plein de gens, devant un public, mais tu vois, devant ma famille, j'ai encore ces petits trucs-là, des fois, qui revient. Et même à terme, du coup, pour revenir à ce masque-là, et à comment ça a pu affecter mon histoire et mon passé, c'est que ça a aussi affecté, du coup, ma vie amoureuse, parce que je n'allais pas vers les garçons, parce que, voilà, pareil, je me disais trop timide pour le faire. Voilà. Ouais. C'est comme si, en fait, cette part de toi qui voulait s'exprimer, elle a été un peu traumatisée. Et du coup, elle s'est traumatisée. C'est un micro-trauma, mais quand on est un enfant, quand on est un enfant, en tout cas, on l'intériorise comme quelque chose de grave, quoi. Et du coup, cette petite personne qui voulait s'exprimer, elle s'est retrouvée un peu comme encapsulée à l'intérieur de toi, et avec autour tout un enrobage, un masque. C'est intéressant. Un masque pour me protéger de revivre cette situation de honte, quoi. Non, c'est très intéressant. Et alors, du coup, par rapport justement à ces histoires et à ce poids des histoires passées, une tentation qui serait légitime, ce serait la tentation de faire table rase, de se dire en fait, finalement, j'ai envie d'enlever définitivement le masque et pour redevenir qui je suis vraiment. Et du coup, me couper totalement de mon passé et de faire table rase du passé. Ouais, c'est ça, de se dire en fait, le passé, j'ai décidé qu'il arrête de me conditionner. C'est ça. Et c'est un truc qu'on peut entendre pas mal, surtout dans les milieux de développement personnel.
Mais en fait, moi, je vous le dis tout de suite, je ne crois pas qu'on puisse enlever son masque. Je pense qu'on a toujours des masques, et je pense pas non plus qu'on puisse s'émanciper complètement de notre histoire. C'est pas possible. On est le résultat aussi de conditionnement à plein de niveaux. Ouais. Donc c'est pour ça que pour moi, cette tentation de la table rase là, elle peut même devenir en fait contre-productive et aboutir à encore plus de souffrance que l'histoire et que nos histoires tristes elles-mêmes. Et donc dans une deuxième partie, j'aimerais faire la critique de cette réaction à l'histoire malheureuse ou au masque malheureux, qui serait de vouloir faire table rase et qui pour moi est une fausse solution. Et qui est une idée assez répandue, c'est vrai, en développement personnel, où on nous dit que c'est le seul moyen d'être épanoui et de cultiver sa présence. Ce serait d'oublier complètement le passé, de pas s'y référer et d'avancer comme ça, quoi. Ouais, alors ça, ce serait une déformation un peu de certains, de l'enseignement de certains gourous ou de choses comme ça. Qui critiquent même parfois d'aller voir un psy, quoi. Ouais, c'est vrai que ça peut arriver. Ça peut arriver, ouais. Ouais. Et alors, je pense que moi, cette vision-là, elle est vraiment lacunaire, parce que je pense sincèrement qu'on ne peut pas vivre sans histoire et sans masque. Je pense qu'on a même besoin, en fait, du masque et de l'histoire de notre vie, et de se la formaliser et de se la raconter. On a parlé de nombreux problèmes que pouvait susciter le fait d'être enfermé dans son masque et de s'identifier complètement à lui, certes, mais à l'inverse aussi le fait de tuer la persona, justement, dont on parlait, ce masque social là qu'on présente aux autres, le fait de tuer ce masque là, ça peut s'avérer aussi complètement néfaste, en fait. Parce que ce masque, quand il est bien positionné, en fait, il joue un rôle d'interface protectrice. Il me permet d'être en conformité avec mon environnement social et donc de survivre, parce qu'on est des animaux sociaux qui avons besoin de cette socialité pour survivre. On trouve une bonne entente avec les autres, mais tout en écoutant nos besoins intérieurs. Et donc le masque devient comme une espèce d'interface qui permet de réguler les rapports avec les autres, tout en laissant assez d'espace à l'intérieur de soi pour écouter ses besoins et essayer derrière de les formuler d'une façon qui soit douce. Voilà. Ouais, ça donc, peut devenir un jeu que de savoir bien utiliser ces masques aussi. Hein. Exactement. Ouais. Exactement. Et donc voilà, et en fait, je vais même te dire, c'est même ce qui est à la base, par exemple, de la communication non violente. Oui. C'est cette idée qu'on va avoir des impulsions, on va avoir des besoins parfois et des émotions qui peuvent se manifester de façon impérieuse, et sauf qu'on va essayer de les formuler à l'autre d'une façon qui va l'inclure dedans, qui va être à la fois respectueux de qui on est, mais aussi respectueux de la personne qu'on a en face de nous. Oui. Et en fait, finalement, le masque, c'est rien d'autre qu'une médiation. Le masque, c'est ce qui sépare notre nous-mêmes du monde extérieur, mais c'est aussi une médiation. C'est pas seulement ce qui sépare, c'est aussi ce qui rapproche, tu vois, ce qui nous rapproche de l'autre. Carrément. Et ça c'est très important, je pense, de se rappeler ça, parce que moi j'ai vu souvent des citations de développement personnel qui disaient en substance, ouais, dans cette comédie sociale tout le monde porte un masque et le problème c'est que moi j'y vais avec mon visage nu et voilà, et quand j'ai appris à assumer que j'avais que juste mon visage nu, et ben tout allait mieux. Il y a souvent des phrases comme ça qu'on entend. Alors là j'ai résumé un petit peu ce qu'on voulait dire derrière, mais il y a un peu cette idée là, et moi ça j'y crois pas du tout, en fait. Je pense que il y a rien en dessous du masque. Et même prétendre qu'on n'a plus de masque, c'est encore avoir un masque. Et d'ailleurs, même, enfin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi dire qu'on n'a plus de masque ? En fait, ce serait prétendre que on peut vivre complètement sans le regard des autres. C'est ça, en fait, qu'on entend derrière. C'est genre en mode, en fait, je m'en fous de ce que tu me dis, je me permets tout. Mais est-ce que c'est ça est-ce que ça, ce serait pas plutôt la sauvagerie ? Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? De plus inclure l'autre, justement, dans qui on est. Et donc, j'aimerais vraiment aller à rebours de ça et de dire qu'il n'est pas possible d'enlever son masque. On a toujours des masques. Et la question n'est pas tellement d'avoir un masque, elle est de savoir si ce masque nous va. Elle est de savoir si ce masque est respectueux à la fois du vivre ensemble et aussi respectueux de notre intériorité, nos besoins. Et de trouver ce compromis-là, en fait. Voilà, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir ça. Donc, plutôt que de dire bas les masques, avoir quelque chose de beaucoup plus lucide, en fait, sur ce qu'est le masque. Et voilà. Et en fait, tout simplement, dès qu'on prend en compte le regard des autres, et c'est obligatoire quand on est humain pour faire civilisation, pour faire société, on met un masque. Et voilà. Et c'est presque quelque chose de sain, finalement. Ouais. Donc en fait, dans ce sens-là, le masque n'est jamais à 100% vrai, parce qu'il dissimule toujours des parties de qui on est pour s'entendre avec les autres. Et en même temps, il est jamais 100% faux, parce que il dévoile aussi une partie de qui on est toujours.
Donc voilà. Et plus globalement, alors là on parle de masques, mais on peut aussi parler d'histoire. Je pense qu'on ne peut pas vivre sans histoire. On peut pas vivre sans faire sens en fait des éléments, des événements qu'on traverse. On a besoin d'être en contact avec notre histoire, même pour se repérer dans le chaos du monde, tu vois. Et c'est même notre cerveau qui fonctionne de cette manière-là. On sait à travers les neurosciences aujourd'hui que notre cerveau est une machine à produire du sens. Alors je crois qu'il y avait une étude là récemment qui a montré qu'il y a des réseaux de neurones dans le cortex préfrontal et l'hippocampe dont le rôle est justement en permanence de traiter sur les milliards d'informations qu'on reçoit, de faire sens de l'information en fait, de retirer uniquement ce qui est important pour orienter l'action. Donc en fait de raconter de raconter presque une histoire en prenant quelques éléments essentiels pour pouvoir juste habiter le monde finalement. Et ça, c'est notre cerveau lui-même qui fonctionne comme ça. Donc vouloir s'émanciper complètement de notre histoire, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Et d'autant en plus que le cerveau le fait en rapport avec une mémoire du passé. Il construit du sens en rapport avec ce passé-là. Donc voilà. Donc s'émanciper complètement de l'histoire, c'est impossible. Et du coup, je pense que le problème quand on veut faire table rase du passé, c'est que ça peut donner lieu à deux tentations. Et la première tentation, ça va être le déni. Oui, en gros, le déni, c'est en fait l'attitude, qui consisterait à ne pas vouloir reconnaître le poids de notre histoire dans nos comportements actuels. Et c'est même, je dirais, le déni qui déclencherait le fait de répéter des boucles, des schémas toxiques. C'est comme si inconsciemment, on se remettait en permanence dans une situation de souffrance pour que l'on puisse prendre conscience de notre enfermement dans une histoire malheureuse. Mais tant qu'on reste dans le déni, cette prise de conscience, elle est impossible. C'est un peu comme le mécanisme de l'addiction. Finalement. Ouais. Et on prend pas la mesure à quel point on est blessé. Ouais. Ça, on préfère dire que ça n'existe pas, quoi. Ouais. En gros. Ouais. Ça revient à cette idée que tout ce qui s'exprime pas s'imprime. Complètement. Tout ce qui est pas formalisé, tout ce qui remonte pas à la conscience finit par s'imprimer dans nos comportements névrotiques, quoi. Ouais. Et le deuxième point, du coup, ce serait la résistance, et ce serait l'opposé du déni. C'est le fait d'être ultra conscient des éléments de notre passé, de notre histoire. Mais le problème, c'est qu'on est tellement focalisé sur cette histoire, qui peut être malheureuse ou non d'ailleurs, que en fait, au contraire, on s'y enferme et on n'est pas libéré de ce passé, et elle finit par nous définir en fait cette histoire. Ouais. Elle devient notre identité un petit peu. Donc en fait c'est l'inverse du déni, quoi. C'est l'inverse. C'est une hyperconscience qui. C'est une hyperconscience qui finit par devenir nous en fait. Ouais, par focalisation, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a cette phrase dans Star Wars que j'aime bien, c'est ne regarde pas trop longtemps dans les abysses, parce que les abysses finissent par regarder à l'intérieur de toi. Ah oui, tu vois cette idée-là. Il y a un peu cette idée-là, ouais. Bon, Non, mais je vois complètement. En vrai, c'est hyper intéressant parce que à trop se focaliser, à trop regarder le passé aussi, c'est pas bon. Non. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est deux attitudes opposées, le déni et trop regarder. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on a beaucoup dans les milieux de développement personnel, de gens qui passent leur temps mais aussi, vraiment inversement, on l'a aussi ça. Ouais. Qui passent leur temps à parler de leur passé malheureux, Et même parfois d'aller sur des comptes Instagram, d'être compulsivement en train de se raconter cette histoire malheureuse. Mais ça a peut-être aussi parfois l'effet opposé de ce qu'on voudrait en fait. Ouais, ça j'y crois complètement. Et je pense que moi j'ai un exemple qui permet d'en attester en fait, qui est que pendant très longtemps j'ai été méga focalisé sur les problèmes liés à ma famille. Liés à mon éducation, à mon enfance, avec toujours cette même idée que l'angoisse de mes parents, leur côté hyper protecteur, m'avait pas permis de trouver ma propre autonomie. Et en fait, je me suis répété cette histoire pendant très longtemps. Alors, ça a été positif pendant un temps parce que ça m'a permis aussi de commencer à me libérer et à prendre mon autonomie. Mais en fait, pas tant que ça. Il y a un moment où c'est devenu tellement rébarbatif, tellement présent, et ça a duré très longtemps, que en fait, ça m'a pas libéré, ça m'a juste rendu encore plus dépendant, quoi. Genre, j'ai vraiment vécu ça comme ça. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, j'ai été attiré par des filles qui rayonnaient une espèce d'indépendance que j'arrivais pas à trouver en moi, parce que je me croyais pas capable, en fait, de façon inconsciente, de conquérir ma propre indépendance. Et pourquoi ça ? Parce que j'étais tellement focalisé sur mon histoire, je me racontais tellement ça que, en fait, je me laissais pas la possibilité de la transformer.
bizarrement. Tu vois, c'est ce truc-là, on boucle sur ce qui va pas dans notre passé en pensant que ça va le transformer, mais en fait, si on passe notre temps à se focaliser sur ce qui ne va pas, et ben c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu regardes ce qui ne va pas, et ben tu deviens ce qui ne va pas. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Je pensais que en passant mon temps à parler des problèmes, j'allais les surmonter. Mais en fait, en passant mon temps à parler des problèmes, je faisais que me les appliquer et les redoubler en fait. Ouais. Et je me rendais pas compte, c'était inconscient. Et les revivre. Et donc du coup, j'ai accumulé des expériences toxiques, des expériences dans lesquelles j'étais complètement dépendant et dans lesquelles j'étais pas du tout épanoui en fait finalement. Et voilà. Et en fait, cette attitude de résistance, elle me poussait en fait finalement à me mettre en insécurité à un endroit où j'avais besoin de sécurité, c'est-à-dire des relations toxiques qui me mettaient constamment en insécurité. Et ça me mettait en sécurité sur des endroits où il fallait que je me mette en insécurité pour progresser. Ouais, et pour prendre ton indépendance. Pour prendre mon indépendance et tout ça. Et en fait, c'était complètement... et du coup, ça m'a paralysé. J'ai passé des années de ma vie, littéralement, à perdre mon énergie et mon temps dans des relations qui étaient des relations complètement névrotiques, qui ne me permettaient pas d'avancer. Et pourtant, Dieu sait que j'en parlais des problèmes à l'époque. Hein. Je passais mon temps à en parler. Et voilà. Et du coup, mais la question, c'est comment on fait maintenant ? Bon, on l'a déjà un petit peu évoqué quand même avec nos histoires. Mais en fait, il faudrait... la bonne démarche, en gros, ce serait de finalement assumer son passé. Donc, c'est-à-dire voir qu'il est là, l'accepter, être à l'écoute de ses émotions, se reconnecter à ses traumas. Je pense que c'est quelque chose qui est assez important pour apprendre ensuite à dépasser ce passé et à oser créer un futur nouveau, neuf, avec une autre vision, à ne pas s'enfermer dans son passé. Ça demande du temps, ça demande de digérer aussi parfois un peu son histoire. Ça demande de faire peut-être une introspection. Ouais. Voilà, on peut... Alors... Et à accepter aussi peut-être d'avoir eu tort dans la façon qu'on avait de regarder notre passé. Complètement. Tu vois ? Ouais. Parfois, un regard extérieur aussi, ça peut nous aider d'aller voir un spécialiste, voilà, un psychologue, etc. Il peut nous donner un regard totalement objectif, un regard neuf un peu sur notre passé. Qui est jamais totalement objectif, mais en tout cas qui est en tout cas différent de notre version à nous, quoi. Exactement. Ça peut être intéressant aussi. En discuter avec des proches, voir si tous nos proches autour nous disent qu'il y a peut-être un problème, peut-être les écouter aussi, dire ah ouais, ils l'ont pas vu comme ça. Ah bah, peut-être que s'ils sont tous à le dire, peut-être qu'ils ont aussi une version qui est vraie pour eux, tu vois, et qui peut m'aider à au moins modifier la mienne. De prendre conscience du problème. C'est ça. Voilà, on parle surtout, j'imagine, de schéma toxique. Si tout ton complètement. entourage te dit que là, ça, tu répètes des boucles et des choses qui, voilà. Et peut-être à un moment aussi, il faut effectivement les peut-être écouter. Ouais, les écouter. Mais c'est intéressant ça, parce que cette transformation du récit là, en fait, elle peut arriver quand on le disait, quand on cesse de vouloir avoir raison. En fait, je pense qu'on s'accroche à nos histoires parce qu'on veut absolument les valider aussi. On veut absolument valider une version qui serait la nôtre, qui serait la seule vérité. Exactement. Ouais. Et c'est ça aussi peut-être le masque, c'est quand on s'y accroche en tout cas, on devient malheureux parce que on adhère à une seule version de la vérité. Et en fait, finalement, toutes les autres potentialités de qui on peut être, eh ben, elles sont mises au second rang, elles sont refoulées. Et du coup, c'est comme ça aussi qu'on arrive à des comportements toxiques. Et alors, la clé pour changer ça, c'est de se reconnecter, je pense vraiment, avec des parts de nous qu'on a oubliées. Toi, par exemple, tu parlais de la part de toi qui veut pas s'exprimer. Et je trouve que tu fais un travail remarquable de ouais. Ah, mais de toute façon, du moment où j'ai recommencé à chanter et à l'assumer, mais ça a libéré ma voix et ça a libéré du coup mon expression. Ça a changé ma vie en fait. Et pour ça, t'as dû te traverser des peurs parce que c'était pas évident de chanter devant les gens à un certain endroit. Ah non, franchement, ma première fois sur scène, j'avais la tremblote quoi. Mais en même temps, ça m'a fait tellement du bien. Et je me suis sentie tellement épanouie à ma place après que je me disais ah ouais, je suis pas si timide que ça finalement, tu vois, j'arrive à chanter devant un public qui me connaît pas, que je connais pas. Waouh, je pensais pas être cette personne-là alors qu'en fait je l'étais quoi. Ouais. Donc en fait, là t'as pas fait table rase, la petite fille en toi qui voulait tu vois, qui voulait plus chanter, qui s'était mis son masque de timide là, elle continue d'exister, ça fait une partie de toi, oui, ça fait une partie de qui tu es. Bien mais sûr. Simplement ça tu l'as pas nié.
c'est OK. Ouais. Et d'ailleurs, ça continue de t'arriver un peu. Oui. Mais par contre, tu as été chercher la part de toi qui s'était encapsulée là, et qui avait été tue finalement, et qui avait envie de s'exprimer. Tu as été la chercher aussi. Et elle est remontée à la surface. Et maintenant, elle peut exister avec la timide. Ouais, complètement. Et en fait, les deux peuvent exister ensemble. Ouais. C'est exactement ça. Et en fait, c'est ça qu'on aimerait dire. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de s'enfermer dans le masque de la timide. C'est pas non plus le fait, tu vois, de vouloir faire table rase complètement et se dire, en fait, ça n'existe pas. En fait, c'est tout simplement accepter que ce masque est présent et en même temps, laisser la part à d'autres potentialités de s'ouvrir et de s'épanouir. Laisser la part à des parts de toi que tu n'avais pas laissé s'exprimer, remonter. Et du coup, tu vas tout simplement enrichir ta palette de masques. T'auras le masque de la timide. Le mais masque aussi, de la chanteuse qui s'assume sur scène. Voilà. Ouais. Et t'as aussi le masque de la chanteuse qui s'assume sur scène. Parce que de toute façon, quand on est sur scène, on joue aussi un rôle, tu vois. Mais un rôle qui nous fait du bien, tu vois, qui nous permet de nous exprimer. Donc ça reste un masque, on va pas se mentir. Et c'est dur de lâcher complètement les masques. C'est quasiment impossible. C'est comme se libérer de l'ego. On dit il faut plus d'ego, etc. C'est un peu cette même notion derrière. C'est la notion d'ego. L'ego, il est là et il faut accepter de vivre avec. Et il faut qu'il nous pousse plutôt que nous enferme, quoi. Ouais. Et il y a une autre métaphore que j'aime bien, c'est de rendre l'ego non plus opaque, comme étant un truc monolithique sur lequel on n'a plus prise et qui va complètement conditionner et nous rendre pas libres, mais au contraire que l'ego devienne translucide et devienne en fait quelque chose dans lequel on peut, tu vois, qu'on peut réinterpréter, qu'on peut voir à travers, on peut changer quelques éléments même, on peut réinterpréter des éléments, et de cette manière-là, l'ego, quand il devient translucide, il laisse passer la lumière en fait, il laisse passer des parts de nous qu'on avait oubliées, il les laisse revenir à la surface. Ouais, il est transformateur. Ouais. Et voilà. Et donc en fait, arrêtez de vouloir tuer l'ego. C'est impossible. On ne peut pas vivre sans ego. Par contre, on peut travailler à rendre l'ego le plus translucide possible, de manière à et le plus on va dire perméable possible à des réinterprétations, pour laisser parfois remonter des parts qu'on avait enfouies. Et ça, je pense que c'est vraiment absolument essentiel en fait. Et on peut peut-être terminer sur ce que j'ai dit au début par rapport au fait que j'ai changé un peu ma perspective sur mon passé de célibataire, que finalement j'ai commencé à accueillir ce vide-là du célibat, que je l'ai assumé et que j'en ai fait une force plutôt qu'un poids. C'est-à-dire que du coup je me suis ouverte à la rencontre, j'ai commencé à prendre du plaisir à rencontrer des nouvelles personnes. Vraiment, j'ai réécrit une page qui était vierge en fait de toute histoire, et ça c'est hyper excitant parce que j'ai aussi appris que je pouvais plaire. J'ai commencé à prendre du plaisir aussi à me laisser séduire, à me laisser draguer. Tu vois, comme un enfant qui découvre un nouveau jouet. Moi c'était un peu ça l'idée derrière. Je me suis mise au jeu de la séduction, tu vois, j'ai pris du plaisir à ça. Je me suis amusée, et la rencontre c'était nouveau pour moi, donc en fait c'était excitant, c'était curieux, drôle, surprenant. Parfois c'était super, parfois c'était un peu bof, mais en fait c'était jamais une prise de tête que d'aller à des dates, que d'aller rencontrer des nouvelles personnes, etc. Et j'étais vraiment dans cette dynamique d'exploration, et mon passé de célibataire ne m'a pas freinée. J'en ai pas eu honte. Je l'ai assumé, je le disais quand je rencontrais des garçons, je te l'ai dit à toi aussi. Et en fait, je pense que c'est le fait d'assumer ça qui au final l'a rendu beau en fait, ce passé, et qui a fait que toi, tu as aimé aussi cette histoire-là que je racontais, je pense. Ouais, et c'est vrai. Et en fait, ça c'est aussi un truc très important, cette idée d'assumer l'histoire, de pas faire semblant qu'on est autre chose que qui on est. Ça, c'est un truc hyper important. Ouais. Genre quand on veut rencontrer l'autre et se mettre dans sa vulnérabilité pour être en mesure de vraiment aller à la rencontre de l'autre et peut-être s'offrir l'opportunité de créer de belles relations, cette idée comment dire, de pas faire semblant d'être qui on n'est pas. De montrer nos masques en fait. De dire voilà, ça j'ai ce masque là, j'ai aussi celui-là, regarde, c'est moi en fait, tu vois. Ouais, de ne pas faire que déconstruire, mais de construire avec ce qu'on a. Ouais, exactement. Et puis aussi là où tu disais tout à l'heure de la vulnérabilité, c'est peut-être justement d'accepter de montrer nos masques plutôt que de s'enfermer dans un masque.
S'enfermer dans un masque, ce serait en fait, en gros, au point de nier qu'on a un masque, carrément. Donc non, en fait, je suis juste comme ça, c'est tout, et puis voilà. Et la vulnérabilité, ce serait une attitude ouverte à la rencontre, ce serait plutôt de dire maintenant, en fait, voilà, j'ai des masques, genre je suis timide, voilà, je suis désolé, je suis timide. Je suis aussi, j'ai peur de ça, voilà. Mais je suis aussi cool sur ce niveau-là. Ouais, J'assume, en fait. Et puis toi, ton héritage familial aussi, tout à l'heure, tu parlais un peu de ça, tu l'as assumé aussi. Ouais, bien sûr. Moi, je t'en ai parlé dès les premiers dates. J'ai pas fait semblant que j'étais un mec hyper stable et que tout allait bien se passer avec moi. Non, je suis pas comme ça en fait. Ouais, tu l'as assumé et puis t'as vu aussi du coup le beau. T'as transformé aussi, je trouve, un petit peu ton. Bah ça, c'est toi qui m'as aidé à le faire aussi. T'as réinterprété un peu ton histoire. Ouais. C'est toi qui m'as aidé à le faire. C'est aussi l'apaisement et la beauté de la relation qu'on a construite ensemble qui m'a permis aussi de réinterpréter l'histoire. Et peut-être le dernier point, ce serait de dire que cette réinterprétation, elle se fait dans le présent en allant justement, en traversant la peur qui nous sépare de ces parts blessées. Toi, ça a été de traverser la peur, par exemple, de t'exprimer en public, de chanter en public, qui te séparait, cette peur-là, de la part de toi qui était la petite fille blessée, qui mettait son masque de timide. Ouais. Et du coup, dans le présent, t'es allé traverser cette peur-là pour te reconnecter avec la petite fille. Et en faisant ça, en fait, c'est comme ça que t'as pu réinterpréter ton histoire. Parce qu'en fait, tu l'as plus vu comme étant uniquement le récit d'une petite fille timide qui était victime, mais comme, en fait, dans le présent, en étant capable de traverser ta peur, tu t'es reconnecté à des parties passées. Et en faisant ça, en fait, t'as réinterprété ton histoire parce que du coup, c'est plus uniquement la petite fille timide, c'est la petite fille timide, mais qui est aussi très bien capable de chanter et d'être la diva, sur scène, quoi. Et de rencontrer des garçons aussi. Et de rencontrer des garçons. et de savoir que, voilà, qu'on peut me regarder, que je plais et tout, tu vois. Et ça a été un vrai changement dans mon présent. Donc, cette idée, en fait, de traverser la peur dans le présent, et ça, c'est vraiment essentiel. Il faut y aller par palier, bien sûr. On ne dit pas de tout de suite de se faire mal au point de se mettre complètement hors mais cultiver quand même une petite mise en insécurité, une sortie de zone, là, comme ça. Ouais. Surtout quand on sent que ça peut, en fait, finalement, casser un peu une sorte de masque auquel on s'est attaché. Quand on repère qu'on a un masque un peu, et c'est justement à ces endroits-là qu'on a complètement intérêt à nous mettre en difficulté, à sortir de la zone de confort. Et il faut pas le faire tout le temps pour tout. Ça, c'est une injonction avec laquelle je suis pas d'accord. Mais quand on repère des choses comme ça, je pense que c'est très important d'y aller parce que c'est comme ça qu'on se libère en fait des schémas toxiques, quoi. Complètement. Voilà. Et je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet épisode. Ouais. On a bien parlé. Ouais. Bon, on se retrouve dans le prochain épisode. Ouais.